Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tose Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tose Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana, Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Nous vous présentons en ces jours notre émission VIP. VIP qui dit en anglais Very Important Person, ou bien personne très importante en français. C'est une émission conçue par Jean-Guy, que vous connaissez bien, en collaboration avec JGK Connections, et Congo Channel. Congo Channel qui est votre chaîne de télévision internet que vous pouvez suivre partout où vous êtes. Cette émission est pour nous une grande joie de transmettre les connaissances, le savoir-faire des nôtres. Quand nous disons des nôtres, tout Congolais, toute Congolaise, ayant des bonnes idées à transmettre à la communauté, à transmettre à la jeunesse. VIP est pour vous une émission de pouvoir vous exprimer, de pouvoir transmettre votre message, politicien ou pas politicien, religieux ou pas religieux, toutes tendances confondues, vous êtes les bienvenus dans cette émission VIP. Congo Channel est là, partout où vous êtes, dans tous les coins du monde, contactez-nous à ces numéros qui sont en train de passer. Nous essayerons de venir là où vous êtes si vous ne pouvez venir vers nous. Comme on dit, si la montagne ne peut venir vers l'eau, c'est l'eau qui va vers la montagne. Nous vous remercions. Pour cette première émission, nous allons commencer avec Étienne Taratibou Kabila, qui a eu un très grand message pour la nation, pour le peuple congolais. Debout, Congolais, 1, 2, 3. Debout, Congolais, unis par le sang, unis par le sang pour l'indépendance. Dressons nos fronts dans ta courbée, et pour le bon, prenons le plus bel élan dans la paix, open gardant. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo. Les aïeux Congo,
splendeur. 30 juin, au bon soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit l'éternel, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, on peut se mettre. L'adhésion au parti. Alors, ce grand point du jour va nous amener à voir les périples qu'a connu notre leader du Congo RDC jusqu'en Afrique du Sud. Notre grand parti, l'Union des nationalistes pour le renouveau, en sigle UNR. Mais avant d'y arriver, nous invitons à faire connaissance de la jeunesse du UNR. Après la mort de Mouzé Kabila, le 16 janvier 2001, notre leader Etienne Kabila tient la conférence à Kinshasa pour sortir de l'anonymat et proclamer haut et fort la dictature qui sévit en RDC et le pillage de ses ressources naturelles. Après que les médias aient diffusé le contenu de la conférence, les menaces de mort deviennent intenses et Etienne Kabila se retirera clandestinement à Brazzaville, d'où il s'envolera pour l'Afrique du Sud et tiendra une seconde conférence à Santiti le 15 avril 2002, au cours de laquelle il dénoncera les origines rwandaises de Hippolyte Kanambe dit Joseph Kabila, actuel président de la République démocratique du Congo, et l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila par ce dernier, son fils adoptif. Pour ceux qui connaissent l'histoire ancienne, ça nous rappelle le grand empereur Jules César assassiné par son fils adoptif. Tentatives de corruption et menaces de mort se succèdent au sujet d'Etienne Kabila. Il est contraint de vivre en exil en Afrique du Sud jusqu'à ce jour. Vu la tournure de la politique en RDC et obstiné par le patriotisme de son père Mouzé Kabila, la mouvance des patriotes nationalistes pour le renouveau UMPNR émerge et prend forme. Le parti devint Union des nationalistes pour le renouveau UNR. Objectif du parti: mettre fin à la dictature méchante de M. Joseph, actuel président de notre pays, la RDC, établir un état de droit et de liberté pour un chacun de nous et pour un meilleur de notre prospérité. Voilà, là étaient les périples de notre leader Etienne Kabila. Notre grand point et ordre du jour est l'adhésion du parti. L'Union des nationalistes pour le renouveau UNR n'est pas une plateforme politique, mais un groupe, et non un groupe d'oppression, mais un parti ayant un statut et un projet de société. En bref, la Fédération de l'Afrique australe qui organise cette rencontre pour élargir son comité exécutif du parti, c'est-à-dire les futurs cadres de notre pays. Et ici, il faut préciser, nous devons nous connaître. C'est pourquoi nous voulons faire élargir le comité de notre parti avec de nouveaux membres. De notre bord, nous avons des partenaires qui veulent bien nous aider, mais il nous faudrait avoir une organisation fondée, basée et concrète à leur présenter. Raison pour laquelle nous organisons ce recrutement de membres. Nous avons besoin des personnes matures de toute la population congolaise, toutes tendances confondues. Il en découlera après adhésion de nouveaux membres dans les prochaines rencontres de l'élection du comité exécutif. La procédure d'adhésion. La fiche d'adhésion qui circule est à remplir et déposée au comité provisoire
qui devait étudier chaque dossier afin d'éviter des infiltrations de nationalité comme nous connaissons les cas actuels au pays. Car notre pays est vraiment truffé des origines étrangères. Merci pour votre attention. Et s'il y a des questions, le comité tâchera de satisfaire à votre curiosité. Et comme autorité morale du parti, Étienne Kabila aura satisfaire à les questions que vous aurez à poser. Merci et meilleurs vœux encore. Sinon, je suis vraiment ravi de votre présence. Ça montre vraiment que nombreux parmi nous ont de l'amour patriotique. Ma présence parmi vous n'est pas de susciter un débat académique. Moins encore, d'attiser la haine dans le cœur de certains parmi vous. C'est seulement plutôt question de conscientiser mes compatriotes de telle manière que nous puissions tous nous réunir et pouvoir faire échouer ce plan rocambolesque de nos voisins du Congo. Je crois que si on cherche à se référer un peu à l'histoire, on comprendra que toute chose commence par une organisation. Nous, Congolais, nous devons nous organiser pour mettre hors d'état de nuire tous nos envahisseurs. En fait, tout petit, à l'école primaire, nous étions encore à l'Est. Nous attendions par exemple les Rwandais avec qui nous vivions. Ils disaient, bon voilà, bon, on fait des cotisations, on s'est fait des petites cotisations. Bon, on ne faisait pas attention du pourquoi de ces réunions, du pourquoi de ces petites cotisations. 25 ans, 30 ans plus tard, on a fini par comprendre que les Tutsis rwandais s'est préparé petit à petit. Donc toute chose commence par une préparation. La prise de pouvoir de Laurent Désiré Kabila n'était pas une émanation de lui. Kabila était un recrue des Rwandais. Les Rwandais ayant planifié l'agression du Congo, ils s'étaient dit, avec leur morphologie, sans la présence congolaise dedans, cela signifierait une agression. Donc il fallait que cela change de forme, il fallait que ça soit une rébellion plutôt qu'une agression. C'est comme ça qu'ils étaient décidés de recruter au moins les gens qui n'avaient pas eu à travailler avec M. Mobutu. Ils ont recruté Laurent Désiré Kabila, ils ont pris Ngannou Kisase, et c'était la guerre. Et personne ne comprenait d'où venait cette guerre. Alors, si ce n'était pas Kabila qui serait recruté par les Rwandais en 97, si je ne m'abuse, ça serait une autre personne. Là, je voudrais m'atteler sur le point de l'organisation. Parce que il me semble que les Congolais, nous n'avons jamais été organisés. Il y a des groupes de pression, il y a des associations de Congolais qui naissent et puis bon, qui se dissoutent après peut-être 2 mois, 4 mois après. Vous allez encore vous souvenir d'un certain Bisengemana Rwema. Bisengemana Rwema était le directeur de cabinet de M. Mobutu pendant plus ou moins 10 ans. Qu'est-ce que ce monsieur faisait? Il a eu tout son temps de placer les Tutsis rwandais dans les organismes des Nations Unies, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et ils ont vécu avec les Américains, avec les Britanniques, avec tous les Occidentaux pendant près de 30 ans. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a du mal à les convaincre aux Américains et aux autres, voilà, les Tutsis ne sont pas congolais. M. Mobutu ne trouvait pas du mal de rester avec ces Tutsis-là. Il ne voyait pas le danger qui courait. Parce que Bisengemana Rwema, Abiyalimana, comme président
du Rwanda, Mobutu avait créé le CPG pour sa sécurité. Il ne pensait jamais que les Tutsis allaient envier le pouvoir du Rwanda pendant qu'il vivait avec eux. Mais pendant ce temps-là, les Tutsis se mettaient à s'organiser. C'est pourquoi j'insiste sur le plan de l'organisation. Pendant ce temps-là, les Tutsis commençaient à s'organiser et après plus de 30 ans, ils ont eu à agresser le Congo. Et aujourd'hui, nous avons du mal à sortir un peu de cette impasse. Quelle est la solution pour la RDC? Nous préparons une conférence débat. Si ça ne sera pas dans cette salle, ça sera peut-être dans une autre salle, ce sera le 7 janvier, qui marque, je crois, 47e anniversaire, je crois, de la mort de Patrice Emery Lumumba. Et ça aura comme thème, quelle solution pour le Congo? Notre secrétaire rapporteur l'a dit, nous avons des amis qui veulent nous aider, qui sont prêts à nous aider. Mais ils ont besoin de nous voir organisés, puisqu'il semble que l'homme congolais n'a jamais été organisé. Pendant que notre pays est agressé, qu'est-ce que nous, Congolais, nous faisons? Quelle est l'organisation du Congolais pour sortir notre pays de cette impasse? L'homme congolais se bat encore dans le provincialisme, dans le tribalisme, c'est tout ce qui nous anime. Oubliant que c'est le provincialisme, le tribalisme, le clientélisme, le fanatisme qui nous a toujours caractérisés, qui a amené notre pays dans le chaos. L'Union des nationalistes pour le renouveau, c'est votre mouvement. Pourquoi? Parce que l'Union des nationalistes pour le renouveau fait l'exception de tous les autres partis politiques. Par exemple, vous verrez dans les partis politiques congolais, il y a des présidents éternels. Depuis, je ne sais pas, 25 ans, depuis la création du parti, le président du parti n'a jamais eu de mandat. Il est toujours président. C'est une autre forme de dictature. Mais au sein de notre parti, les présidents, les nommés du parti, même les secrétaires généraux ont un mandat. Et après leur mandat, que vous ayez gagné des élections, que vous ayez pris le pouvoir par les armes, il y a un mandat bien stipulé dans les statuts du parti. C'est pourquoi nous vous invitons plutôt à pouvoir adhérer à ce mouvement. Notre mouvement fustige le tribalisme. Notre mouvement fustige le provincialisme. Puisque, bon, lorsque vous vivez peut-être avec les Quinois, ils vous diront non, et lorsque vous êtes avec ceux de l'Est, ils disent ah, Bakinois wana. C'est ça le langage un peu congolais. Et c'est ce qui amène, qui fait à ce que les Rwandais plus continuent à nous mater. Parce que dans la division, et les dictateurs règnent. Moi, je pense que nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons nous poser des questions. Nous devons nous dire, parce que nous sommes tous conscients, que ça ne va pas au pays. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici en Afrique du Sud. Il y a un flux de réfugiés en Afrique du Sud. Pourquoi toute cette jeunesse congolaise descend ici en Afrique du Sud? Parce que ça ne va pas au pays. Si ça allait, on ne serait pas ici. Je ne crois pas qu'il y aurait 6 personnes ou 10 personnes ici dans la salle qui ont des problèmes particuliers avec le président de la République. Moi, je pense que si nous sommes sortis, nombreux parmi nous, c'est plus que ça ne va pas au pays. Et nous devons penser à la solution. Puisqu'il est dit, et nous connaissons, que nous sommes de la génération sacrifiée. Qui nous ont sacrifiés? C'est la question que nous devons nous poser. Ce sont nos parents. Mais si la situation est dure pour nous, et nous devons maintenant nous poser la question, que sera-t-elle pour nos enfants? Et pour nos enfants, ça sera pire. Pour nos enfants, ça sera pire. Nous devons le chanter de notre hymne national, nous disons, nous peuplerons la terre congolaise. Et aujourd'hui,
tout le monde, toute la jeunesse est à l'extérieur, en train de peupler des terres étrangères. Il y a plus de 48 ans, près de 48 ans, nous avons chanté cet hymne national. Les vents, nos fronts longtemps courbés. Mais jusqu'à ce jour, nos fronts restent toujours courbés. Et nous nous battons sur deux sentiments, sur le fanatisme. Vous verrez, lorsque quelqu'un est du Kasaï, il est ipso facto membre de l'UDPS. Si on est Katangé, si on n'est pas pour Gabriel Kingo Mwanza, aujourd'hui, bon, tout le monde applaudit Moïse, puisqu'il a un peu le cachet Katangé. Et c'est partout comme ça. Est-ce que c'est cela qui mettra fin à notre souffrance? C'est la question que nous devons nous poser. Nous ne pouvons pas nous éterniser ici pour faire sécurité. C'est ça un peu le cachet de tous les Congolais. Il suffit de dire à un Sud-Africain, voilà, je suis Congolais, il se dit, voilà, là c'est insécurité. Même si vous ne faites pas ce boulot-là. Ça ne nous honore pas. Et puis ça ne nous ressemble pas. Nous devons nous décider. Ne croyez pas que je sois un peu déçu puisqu'il n'y a pas eu 40 000 personnes dans la salle. Non, pas du tout. La révolution chinoise, 6 personnes en ont fait de la Chine aujourd'hui grande puissance. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir des millions de personnes dans cette salle. Nous n'avons pas besoin d'avoir des millions de personnes au sein de notre mouvement. Nous avons besoin d'avoir juste un nombre assez, bien sûr, nécessaire, et plus les idées constructives. Parce que nous devons changer. Si on se réfère un peu à l'histoire, pour ceux qui suivaient un peu la conférence nationale souveraine de Congo-Brazzaville, en fait moi je suivais, Ernest Kombo, le pauvre, disait, nous ne sommes pas des morts, nous ne sommes pas non plus des imbéciles. Il n'y a que les morts et les imbéciles qui ne changent pas. Si seulement si nous reconnaissons que nous ne sommes pas des morts, pourquoi ne pas changer? Pourquoi ne pas bannir le tribalisme? Pourquoi ne pas bannir le clientélisme? Pourquoi ne pas bannir le provincialisme? Si seulement si les Congolais s'est décidé, tous, derrière peut-être des drapeaux, pas derrière un seul homme, derrière seulement des drapeaux congolais, moi je crois que l'imposture ne tardera pas dans notre pays. Vous voyez dans la salle ici, il y a trop peu de femmes. Parce que la femme congolaise, pour elle, la vie ou le bonheur, c'est dans le mariage. Tandis que le bonheur de toute personne humaine, c'est dans son travail. Les femmes ne vont pas venir ici nombreuses, mais si vous allez à l'Est, ce sont les femmes qui subissent plus les conséquences de la guerre. Aujourd'hui à l'Est, même nos grands-mères sont violées. Et nous, Congolais, ne prenons pas conscience de tout ça. En fait, je ne suis pas ici comme donneur de leçons. Je pense que nous avons besoin de vos questions, mais plus des idées, des suggestions. C'est ce qui est beaucoup plus important. L'Union des nationalistes pour le renouveau est votre mouvement. Et nous sommes décidés à notre niveau. Parce que nous savons que ce n'est pas à 37 ans que Joseph rêve sa retraite. On peut organiser les élections autant de fois et Joseph les gagnera toujours. J'ose croire que la meilleure des solutions serait aussi de prendre les armes. Comme je disais tantôt, nous avons des amis qui sont prêts à nous aider. Nous avons expérimenté cela depuis Johannesburg. Il y avait aussi d'autres amis qui voulaient nous aider. Je ne peux pas entrer tant en profondeur.
les passés, c'est les passés. Les Congolais ont fait ce qu'ils pouvaient faire. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez les Kitenge qui sont DG Digital Congo, les Moïse Katumbi sont gouverneurs. Je ne sais pas entrer trop en profondeur, c'est un passé. Ils sont rentrés au pays, mais moi je suis resté. Je suis poussé par un là patriotique. Raison pour laquelle je suis resté dans cette position. N'eût été l'esprit nationaliste qui m'anime, je serais aussi parti avec eux. Parce qu'eux n'étaient pas devant moi, étaient plus derrière moi. Qu'est-ce que Joseph a fait? Lorsqu'il m'a envoyé Francis Kalombo pour chercher à faire la paix avec moi, moi je lui ai dit la vérité, j'ai dit non. Je ne peux plus jamais me taire devant les crimes que tu commets dans mon pays. Il a tenté à faire ça 2, 3 fois. Et lorsque ça n'a pas tenu, il a changé de méthode. Il s'était dit, bon, comme il est avec Moïse, je vais tenter de prendre Moïse parce que Moïse est friqué. Quand il sera affaibli, c'est alors qu'il aura cédé. Il a pris rendez-vous avec Moïse, ils se sont rencontrés à Rome. Et puis, bon, Moïse est rentré à Kinshasa, et puis au Katanga. Aujourd'hui, bon, Moïse est gouverneur. Mais moi, je suis toujours resté dans ma position. Pourquoi? C'est par expérience. Nous avons été de ceux-là qui ont goûté au pouvoir avec Laurent Désiré Kabila. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? Les Mobutistes étaient presque tous en fuite. Certains d'entre eux étaient revenus. Et lorsqu'ils étaient revenus, personne n'avait encore l'argent. Et c'est la même chose. Après la mort de Kabila, presque tous les proches de Kabila aujourd'hui n'ont plus rien. Pourquoi? Parce que le pays n'est pas arrangé. La proportion du revenu national ne devra pas être partagée de cette manière-là. Tout le monde devra gagner son pain dans son travail. Quelqu'un est avocat par exemple, il y a un cas, et puis que son client soit à mesure de lui payer. Mais lorsque votre client n'est pas à mesure de vous payer, comment est-ce qu'on peut se partager la proportion du revenu national? Vous faites aller au Congo, c'est bien, vous êtes ministre aujourd'hui, 5 ans après, bon, votre mandat est fini, ou bien bon, vous êtes limogé, et puis vous verrez, il n'y a pas moyen d'investir au Congo. Il n'y a pas de banque, les circuits bancaires n'existent pas, bon. Vous voyez un peu. Donc vous allez vous salir, et puis bon, ça sera fini pour vous. Moi je pense que nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser, nous devons nous décider à changer notre pays. Peut-être les autres diront, voilà, lui qui parle, est-ce que s'il prenait le pouvoir aujourd'hui, il pourra changer le Congo. Mais mes frères, laissez-moi vous dire une chose. Mandela, Madiba, n'est pas tombé du ciel. Est-ce que vous savez ce que Mandela faisait en Algérie? Je ne sais pas si nous lisons tous l'histoire de l'Afrique du Sud. Mandela et les Mireille Makeba sont allés en exil en Algérie, avant que Makeba ne s'exile encore au Ghana. Il y avait beaucoup de Français à cette époque-là en Tunisie, pardon, en Algérie. Et la peau semblable à la peau blanche, la peau de l'Algérien, ne représentait vraiment pas l'Afrique noire. Et Myriam Makeba, en tant qu'artiste, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a formé un petit groupe de musique folklorique. Et Madiba dansait. Malgré la souffrance, Madiba n'a pas pu changer sa position. Puisqu'il avait un idéal. Et puis ce qu'il faut plus se dire, c'est que Mandela n'a pas perdu de crédit dans son pays. Pourquoi? Parce que les Sud-Africains n'est pas comme nous. L'homme congolais voit les apparences. Si c'était nous, on aurait dit, ah, c'est un petit danseur de groupe folklorique, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Alors que ceux qui font de grandes choses ne sont pas forcément des gens trop musclés. C'est comme un militaire. Le militaire, c'est pas la tenue, c'est l'esprit. Et Madiba est revenu ici. Ils ont continué avec leur combat. Et ils ont libéré leur pays.
Et nous, Congolais, qu'est-ce que nous faisons à ce temps-ci? Est-ce qu'on est prêt à libérer notre pays? C'est la question que nous devons tous nous poser. Non seulement poser la question à Étienne, mais tous nous devons d'abord nous poser la question de savoir est-ce que nous sommes prêts à libérer notre pays. Lorsque Patrice Emery Lumumba faisait sa lutte, il avait plus ou moins 30 ans, puisqu'il est mort à 36 ans. Il était plus jeune que moi. J'étais avec les ténors de la politique congolaise à Present City, voilà, les autres venaient me dire, voilà, tiens, tu vois, à ton âge, toi tu ne peux pas faire ça, l'opposition radicale, c'est pour les vieux, tu vois, tu es encore trop jeune, je ne sais pas, on est jeune, on est petit, jusqu'à quel âge? Et lorsqu'on est dans ces pays d'Afrique, je donne un exemple parce que c'est aussi l'Afrique, on est dans ces pays d'Afrique, vous allez voir, bon, il y a peut-être des jeunes filles de 20 ans, de 22 ans, bon, elle a chez ses parents, elle est chez soi, elle roule dans une belle voiture, elle fait la vie. Tandis que nous, on grandit à quel âge? Il faut attendre 40 ans. Alors que, pendant ce temps-là, l'homme sud-africain ou la femme sud-africaine a déjà fait 2 enfants, et elle ne fait plus d'enfants. Elle commence à préparer l'avenir de ses enfants. Mais l'homme congolais, lorsqu'on a 40 ans, c'est alors qu'on commencera maintenant à faire les enfants. Est-ce qu'on a vraiment le temps de préparer l'avenir de nos enfants? Je crois que comme je disais, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Je ne voudrais pas ici trop monopoliser la parole. Je vais peut-être laisser aussi le temps aux uns aux autres de parler. Je ne suis pas ici, en fait, au sein de notre mouvement, nous ne sommes pas là seulement pour parler de M. Mobutu, ou condamner M. Mobutu, ou parler, je ne sais pas, de Tshisekedi ou de Laurent Désiré Kabila. Notre parti prêche le pardon. Notre parti parle de l'unité. Notre parti est prêt à bannir les tribalismes pour aller de l'avant. C'est une condition sine qua non pour sauver notre pays. Nous devons mettre à l'écart tous les sentiments. Allez dans n'importe quel office du Congo, dans n'importe quel bureau du Congo, vous verrez, c'est une belle dame qui est à la réception. Parce que peut-être les nièces de tel ou tel ministre, même dans les boutiques. Pourquoi? Parce qu'on s'est fié trop à l'apparence. Tandis qu'il y en a ici en Afrique du Sud, vous allez voir une dame, bon, je m'excuse, poitrine bombée, pas très belle, mais c'est elle qui travaille chez Shoprite et dans beaucoup d'offices. Pourquoi? Parce qu'elle a présenté son CV, elle est passée à son interview et elle a réussi. Mais chez nous, on se base plus sur les apparences. C'est comme ça que je disais, nous devons changer notre manière de voir les choses. Je crois qu'après vos questions, je continuerai encore à parler, si vous voulez. Descendre au Congo pour essayer de se battre et reprendre ou libérer le Congo, comme on le dit. Il est journaliste. Journaliste congolaise. En combien de temps que le mouvement aura se préparé pour prendre les armes? Je ne crois pas que nous pouvons tout nous dire ici. Pourquoi? Parce que, bon, lorsqu'on a besoin de connaître ou de voir la baguette magique que le sorcier tire de la nuit, il faut le voir pendant la nuit. Donc je voudrais dire que il y a des cadres où nous pouvons nous dire cela. Et puis, ça sera entre nous, membres de l'Union des nationalistes pour le renouveau. Parce que tout le monde qui sont ici n'est pas membre du parti. Bon, on ne sait pas tout dire.
Ce que nous faisons, c'est la mobilisation et la propagande du parti. C'est la branche Afrique australe qui a organisé cette manifestation. Mes trouvailles en Afrique du Sud, ils ont jugé bon que je marque ma présence. Concernant vous avez dit que j'ai éclipsé dans la politique. Non, pas du tout. Non, je n'ai pas dit ça, je dis que je connais particulièrement votre histoire. Pourquoi vous n'avez pas fait face depuis longtemps si vous refusiez seulement maintenant au début de cette année? Mais si vous dites que vous connaissez bien mon histoire, vous n'aurez pas pu dire que voilà, c'est seulement aujourd'hui que je commence à faire face à des situations. Ok. La question, attends, je vais préciser la question. Okay. J'ai posé plusieurs fois de questions parce que je vous ai demandé plusieurs fois des interviews aussi, mais vous me disiez toujours que ce n'est pas un problème de préparation. Vous savez quand est-ce que vous feriez face vous-même. Alors, c'est de savoir maintenant pourquoi vous aviez accepté de faire face aujourd'hui en cette année. Ok. D'abord, j'ai toujours fait des interviews. C'est seulement l'Afrique du Sud n'est pas un monde des médias. Et puis, l'homme congolais en Afrique du Sud s'intéresse de moins en moins de la politique de notre pays. C'est par expérience. Allez dans les maisons des Congolais, vous allez suivre que nos compatriotes n'ont même pas le temps de suivre les infos. Il n'y a que des DVD de la musique et du théâtre. Je ne sais pas si j'aime. Vous voyez un peu. Moi, j'ai fait beaucoup d'interviews. J'ai fait des interviews avec La Voix de l'Amérique, avec RFI, mais ça passe en direct, même par mon cell phone, même par Internet. Ça passe, mais ici en Afrique du Sud, les autres vous diront, voilà, Etienne ne parle plus. S'il y a un venant de Kinshasa, il vous dira, voilà, nous avons lu la semaine dernière la déclaration d'Etienne. Donc, je suis toujours présent dans la politique. Ça, c'est un. Lorsque je refuse de tenir des interviews avec les journalistes congolais, ça s'explique bien. Je vous ai bien dit que j'étais avec Frédéric Kitenge. Kitenge jurait qu'il ne rentrera jamais au pays. Il me disait, tiens, à vous qui aimez le Congo, rentrez. Moi, en tout cas, je reste pour moi ici en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il était? Il était, je ne sais pas, secrétaire de Moïse, un peu, aux côtés de Moïse en ce moment-là. Puisqu'il avait déjà perdu son emploi à la SABC Africa. Lorsque j'ai tenu l'interview avec Frédéric Kitenge, et il a profité de cette position pour entrer en contact avec Joseph. Il a envoyé ma cassette, la cassette vidéo, à Joseph. Et c'est cette cassette vidéo qui a permis à Joseph d'entrer en contact avec Moïse. Ils ne sont plus ici. Il n'y a pas que eux. Beaucoup de nos journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Je les accorde l'interview. Des fois, l'interview ne passe même pas. Ils prennent la cassette, ils contactent les hommes de Joseph, ils ont l'argent et puis l'interview ne passe pas. C'est alors que moi je juge bon de tenir une interview avec les chaînes étrangères et puis en direct où j'ai fait un message sur DVD. Je peux envoyer aux journalistes de la France ou de la Belgique et ils publient cela. Ça arrive souvent au Congo. J'ai parlé dans mes DVD vérité. Les DVD vérité intitulés 1 et 2, c'est intitulé DVD vérité, il y a deux versions, il y a 1 et 2. J'avais même dit à ces DVD que ces DVD ne sont pas à vendre. Mais allez ici, sur le marché de Cape Town, vous allez voir que les Congolais vendent ces DVD-là. Raison pour laquelle j'avais changé de méthode pour pouvoir m'exprimer à mes compatriotes. Mais l'homme politique ne change jamais d'objectif, il change de méthode selon les circonstances. Aujourd'hui, le comité exécutif du parti s'est réuni et a pris décision de rentrer au pays aussitôt que possible. Et nous ne pouvons pas rentrer au pays seuls. Nous devons rentrer avec nos compatriotes. Alors nous devons nous affronter aux Congolais, les expliquer que nous n'avons pas intérêt de rester dans ces pays. Nous devons nous battre pour entrer au pays. Il n'y a pas deux voies, une seule voie, c'est de prendre les armes pour libérer notre pays. Et il y a beaucoup de militaires ici en Afrique du Sud. Même ceux de l'Europe nous disent, voilà, vous êtes en Afrique du Sud, vous avez plus de militaires là-bas. La défense est un droit naturel. Nous n'avons pas peur de dire, voilà, nous n'avons pas peur de dire tout haut que nous allons prendre les armes. Ce n'est pas le gouvernement sud-africain
qui va nous empêcher de les faire. La défense est un droit naturel. Si seulement si les Congolais rêvent encore que la fameuse communauté internationale aura trouvé des solutions au Congo, cela ne viendra jamais. Vous avez le roi Kundabatware aujourd'hui au Kivu. Qu'est-ce que cet homme fait? Il n'a même pas 3000 hommes. Mais il dit, voilà, j'ai 3000 hommes. Devant toute la communauté internationale. Mais dans les règles de la guerre, dans la loi de la guerre, quelqu'un qui a 3000 hommes ne peut jamais être considéré comme rebelle. Soit il fait une milice, ou soit je ne sais pas ce qu'il fait. C'est une mutinerie. Entre les deux. Mais la fameuse communauté internationale le considère comme leader congolais. Et aujourd'hui, Kundabatware devient plus congolais que nous. Vous vous rendez compte? Avec l'arsenal militaire que détient le Congo, Laurent Kundabatware n'a pas 48 heures pour quitter le sol congolais. Mais personne ne peut l'attaquer, puisqu'ils sont dans leur jeu. Joseph reste au pouvoir, Kundabatware amène des troupes à l'est, et puis la base arrière, c'est Kagame. Tout ce que Kagame fait comme déclaration contre Joseph, c'est un scénario. Kagame ne va jamais vouloir voir Joseph quitter le pouvoir en RDC. Parce qu'il sait que les Congolais vont attaquer le Rwanda un jour. Et Joseph, ce n'est pas Joseph qui peut attaquer son compatriote Kagame. Où aura-t-il la base arrière? Une fois que les Hutus plutôt sont au pouvoir au Rwanda, les Congolais certainement auront l'entrée. Personne ne peut faire la rébellion à l'est aujourd'hui. Personne ne peut commencer à faire la rébellion à l'est. Et précisément au nord et au sud Kivu. Pourquoi? Parce qu'il y a le Burundi qui a la frontière avec le Uvira. Il y a le Rwanda qui prend la frontière avec Bukavu et Goma. Il y a l'Ouganda avec toute la moitié de la province orientale. Mon frère, si vous voulez faire la rébellion, il faut avoir une base arrière. Ce n'est pas au Kivu où quelqu'un peut faire la rébellion. Puisque les armées Tutsi vont vous écraser. Si ces armées-là n'attaquent pas Laurent Kundabatware, c'est parce qu'ils sont les mêmes. Alors, je crois avoir bien répondu à votre question. Et de savoir quelle avait été ta position du moment de Mzee Laurent Kabila. Les deux, je voulais un peu savoir, puisque avant de s'adhérer à quelque chose, on doit mieux connaître la chose et la personne aussi. Puisque c'est bien avec un discours, mais pour le moment, il est mieux d'être beaucoup plus praticien que théoricien. On peut faire des beaux discours, bon, raconter de ceci, de cela, bon, sans pour autant passer à l'acte. Là, c'est une perte de temps. Comme, bon, je vois qu'il y a un peu du sérieux, que je n'ai pas encore vérifié jusque-là. C'est pour cela que je voulais un peu savoir votre position quand, du temps de Laurent Désir Kabila. Et puis, je n'ai pas bien entendu le nom de qui c'est, de Joseph. Est-ce que... Pardon? Hippolyte Kanambe. Appelez Joseph. Appelez Hippolyte, mais il ne faut plus l'appeler Joseph. Il ne s'appelle pas Joseph. Il faut l'appeler Hippolyte. Enfin, en âme et conscience, si cela est vrai, qu'il n'est pas congolais, avez-vous d'autres preuves pour vraiment nous inciter? Hein? Je ne sais pas. Bon, après je vais continuer à parler. Ici, parler de M. Mobutu, je ne suis pas venu ici parler de Kabila, non plus de moi-même. Je serais très déçu d'apprendre que, voilà,
vous vous êtes déplacé, que vous soyez déplacé, puisqu'on a mis les labels Kabila à côté. Moi, je crois que si vous vous êtes déplacé, nombreux parmi vous, c'est parce qu'ils se sont dit, il y a quelqu'un qui a un idéal et qui parle sur le Congo. Et nous devons unir nos idées. J'ai dit que je n'étais pas un donneur de leçons. Je suis tout simplement épris d'un esprit patriotique. Parler de mon passé, je comprends. Nous n'avons pas, nous Congolais, la culture de la lecture. Et les médias nous intéressent de moins en moins. Ceux-là qui lisent, ils connaissent Étienne. Il y a de ceux-là qui font des déclarations contre ma personne. Mais il y a de ceux-là aussi qui disent la vérité. Si j'avais reçu Francis Kalombo, donc il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que on ne négocie pas avec un imposteur. N'est-ce pas vrai? Si Étienne ne représentait absolument rien, pourquoi Joseph se serait soucieux d'envoyer Francis Kalombo pour faire la paix avec lui? Je ne sais pas si vous avez suivi les DVD, il était à mes côtés. Nous avons parlé. C'est vrai que nous n'avons pas eu à parler plus en profondeur, puisque nous avons déjà bavaré avec lui avant. Ma position à Kinshasa, je n'étais pas l'ami du public. J'ai travaillé dans un service de renseignement. J'ai travaillé dans le cabinet de l'ambassadeur itinérant. C'est la présidence de la République. Et il y avait un réseau de renseignement dans lequel j'étais coordonnateur. Et l'ambassadeur en question s'appelle Freddy Mulongo. Mulongo Mulunda Mukena. Après ma conférence de presse de Sun City, il a été recommandé à Freddy Mulongo qu'il fasse une déclaration contre ma personne. J'ai connu ce vieux-là, très sage, en présence des journalistes. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Voilà, il a dit, Étienne Kabila et Joseph Kabila sont tous des enfants de Laurent Désiré Kabila. Mais ils doivent s'entendre. À cette réponse, Freddy Mulongo, jusqu'à ce jour, il est au garage et il ne travaille plus. C'est l'ennemi juré de Joseph. Il a fait près d'une année de résidence surveillée. Et aujourd'hui, le vieux a près de 67 ans, 67-68 ans. Vous voyez un peu ce que ça fait. Adhérer au mouvement, c'est bien. Pourquoi? Depuis 2001, il y a de ceux-là qui m'ont connu depuis Kinshasa. Et je n'ai jamais changé de position. Malgré les souffrances que nous connaissons ici en Afrique du Sud. J'étais à Johannesburg, après Sun City, tout le monde voulait adhérer à mon parti politique. C'est de l'UDPS, c'est de quoi que il venait, voilà, il dit, voilà, tiens, comme Mbemba t'a proposé des portefeuilles, allons-y, nous allons t'aider. Les autres disaient, voilà, va même chez Joseph, quand Joseph te propose des portefeuilles, nous allons t'aider, nous irons de l'avant. Prenons même 2 portefeuilles, nous allons travailler et puis on verra la suite. Moi j'ai dit non. J'ai demandé aux amis de ne pas tous adhérer à mon parti politique. Restez dans vos partis politiques et travaillons sous forme d'une plateforme. Et nous avons commencé à écrire aux amis. J'ai écrit en français, un ami aussi a traduit ça en anglais. Nous avons introduit quelque part. Et on commençait à recevoir les frais de fonctionnement de cette plateforme. Et la finalité, c'est quoi? Un État, je ne citerai pas son nom pour des raisons évidentes, était prêt à nous aider en armes et munitions, plus argent en espèces, 10 millions de dollars. C'était défini. Qu'est-ce que le Congolais avait jugé? C'était de tuer Étienne pour qu'il parte récupérer cet argent. Je garde de très mauvais souvenirs.
Mais en tant que politicien, des fois on se rencontre, on se dit bonjour. Et je connais qui ont fait ça. J'ai toujours montré aux amis, voilà, vous voyez cette cicatrice qui est sur ma tête. C'est ce jour-là. C'était le 9 janvier 2003. Des bandits zimbabwéens sont entrés dans ma chambre d'hôtel et ils m'ont demandé de leur ouvrir mon coffre-fort. J'ai ouvert mon coffre-fort, il y avait près de 200 000 $, plus de 175 000 rand. Ils ont tout pris. Dans les garde-robes, ils ont pris des costumes, des chaussures, ils ont mis dans les valises et sont partis. Même mon téléphone. Et ils m'ont demandé où serait ta montre en or. C'était curieux pour moi, parce que je ne portais pas ma montre. J'avais oublié ça au lavabo. Je leur ai présenté ma montre, ils ont pris. Où est ton passeport? Je leur ai donné mon passeport. Ils ont pris le téléphone, ils m'ont laissé ma carte SIM. J'ai appelé une dame qui voulait que je vive chez elle. Elle se disait, je n'avais pas de preuves, elle se disait, voilà, j'étais maîtresse de ton père en Tanzanie. Dans cette situation difficile, j'étais obligé de l'appeler. J'ai appelé la dame, elle est venue me prendre dans sa voiture, je suis allé chez elle, elle habite Bassonia. C'est dans les meilleurs quartiers de Johannesburg. Et puis bon, elle m'a amené chez son médecin, elle m'a soigné, j'étais gonflé, tout le visage. J'étais tabassé à mort. Et puis bon, c'était le 9 janvier. Arrivé le 14, j'ai dit à maman, maman, est-ce que je peux avoir un téléphone? Parce que j'étais dépouillé de tout. Je peux avoir un téléphone parce que les gens vont m'appeler, les gens vont m'appeler pour les interviews. Mon père m'a laissé. Il dit, ah, ça va, je vais t'organiser un téléphone. Et elle est dans sa chambre, elle m'a donné un téléphone. Lorsque j'ai mis ma carte SIM, c'était le message de l'ambassadeur de Sédézala qui a laissé un message. Je n'écoutais pas bien. J'ai dit à la maman, je vais écouter ce message. Et la maman prend le message, elle me dit, ah, tu es en contact avec l'ambassadeur de tel pays? Moi, je dis oui, mais il a besoin de toi. J'ai dit, si vous pouvez l'appeler. Il a appelé l'ambassadeur. L'ambassadeur dit, j'ai besoin d'Étienne ici, d'urgence. Il dit, Étienne est malade. 2 semaines après, on est parti à l'ambassade. Quand j'ai commencé à raconter à l'ambassadeur l'histoire du 9, il m'a dit, tes amis sont passés ici les 10. Ils ont dit que, bon, Étienne est malade, s'ils pouvaient prendre cet argent-là. Vous voyez, c'est un peu tout ce qu'il y a dans la tête du Congolais. C'est pourquoi on s'était dit, dans notre parti politique, nous n'avons pas besoin de millions de personnes. Nous avons besoin d'idéal. Parce que la trahison vient de partout. Je connais des Congolais, ici, qui faisaient des réunions, et qui cherchaient à entrer en contact avec les hommes de Joseph. Nous savons où réside Étienne, nous connaissons la résidence d'Étienne. Nous pouvons facilement avoir la tête d'Étienne. Et la nouvelle m'est parvenue. Mais moi, je n'ai pas peur. J'ai fait toujours des déclarations. Parce que, si, seulement si, Étienne sera abattu demain ou après-demain, et le monde saura. L'ennemi est là, on connaît l'ennemi. L'ennemi, c'est Kanambe. Tout le monde le connaît. Lorsque Laurent Désiré Kabila avait reçu le professeur Vundoua, venant de son exil de Hong Kong, le professeur Vundoua a dit à M. chef de l'État, pourquoi vous ne mettez pas les gilets pare-balles? Qu'est-ce que Kabila a dit? Oh, les gilets pare-balles, à quoi ça va me servir? Comme je m'étais engagé dans une guerre contre l'Occident, on peut m'abattre mon avion. C'est comme ça. Je suis ici devant le Congolais, moi. Je me promène comme tout le monde, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Si la mort arrivait aujourd'hui, à vous, Congolais, de continuer avec cette lutte. Laurent Désiré Kabila est mort, Patrice Emery Lumumba est mort. Comparez ces deux personnages à Étienne. Qu'est-ce que moi je fais? Mais du moins, nous devons continuer avec la campagne d'éveil de conscience patriotique. Nous avons commencé avec cette campagne depuis 2002. J'ai la réponse à la question de monsieur qui est encore Oscar.
depuis 2002, je m'étais lancé dans une campagne d'éveil de conscience patriotique pour faire comprendre à mes compatriotes le pourquoi de nos souffrances, pour demander à nos compatriotes de nous conscientiser pour rentrer au pays et chasser l'ennemi. Ça ne passait pas facilement aux oreilles des Congolais. Tous les politiciens qui étaient à Sun City avaient jugé bon de faire quoi? De rentrer à Kinshasa pour faire le partage de pouvoir. Mais moi, je suis resté en Afrique du Sud. Je pouvais aussi rentrer, postuler. Mais je savais qu'il n'y aurait pas de solution. Le 25 janvier 2003, j'avais fait une déclaration avec la Voix de l'Amérique. Je leur ai dit 4 plus 1, c'est un monstre. Un monstre qui a 5 têtes. J'avais même demandé au lecteur de la Bible de se référer à Daniel 7. Parce qu'un corps ne peut jamais avoir 5 têtes. Je leur ai dit, ça risquerait de causer un bain de sang en plein Kinshasa. Et ça n'a pas tardé. Les journalistes m'avaient appelé, tiens, tu avais raison. Parce que tous avaient des tendances différentes. C'est comme Kabila et ses Rwandais. Kabila venant, voilà, il avait son plan. Les Rwandais disaient, voilà, si nous arrivons seulement à Kinshasa, nous allons abattre Kabila. Comment pouvait-il amener un changement avec des idées comme ça, éparpillées, dispersées, des idées contraires? C'est comme ça qu'on s'était dit, nous pouvons faire partie de telle ou telle plateforme, mais nous avons un parti politique. Notre parti politique est bien organisé. Nous avons notre règlement d'ordre interne, nous avons notre statut du parti et projet de société. Et nous respectons notre statut, le statut du parti. Je ne suis pas le président éternel du parti. Il y a un mandat défini dans les statuts du parti. C'est comme dire, c'était Tony Léon, ils n'ont pas pu gagner les élections, son mandat est passé et il a cédé la place. Mais chez nous, vous allez voir un président du parti qui fait 25 ans président du parti. Tout homme, toute personne qui vient sur la terre a un début, l'apogée et une fin. Il faut des idées nouvelles pour aller de l'avant. Parce que moi, ce que je vous dis aujourd'hui, si je tenais encore notre conférence demain, je dirais encore la même chose. Si vous avez aujourd'hui expérimenté mes idées, demain, il faut que nous puissions expérimenter les idées des autres. Et c'est ce que nous faisons au sein de notre parti. Il y a un débat au sein de notre parti. Ce n'est pas Étienne qui vient, qui s'émet, qui dit voilà, nous faisons 1, 2, 3, et c'est ce que nous devons faire. Pas du tout. Les amis, la fédération du parti Afrique Austral a dit, président, nous devons aller de l'avant. Vous devez affronter la masse. Et c'est ça, la raison pour laquelle je suis parmi vous. Ce n'est pas une émanation de moi. C'est le comité exécutif du parti Fédération Afrique Austral qui en avait à en décider. Ok, on peut continuer avec d'autres questions. C'est Sylvain Bouy, Kapaya. Je fus aussi membre d'un parti politique et j'ai aussi travaillé avec Laurent Désiré, mais comme en province, comme conseiller du gouverneur de la province du Kasaï oriental. Oui, j'étais conseiller du gouverneur du Kasaï oriental à l'époque de Mosé Kabila. J'étais même parmi les fondateurs de l'ICA. Vous avez parlé de Mounongo, qui me connaît très bien, puisque j'étais parmi les fondateurs de ce mouvement d'initiative Kabila. Je crois que vous avez parlé ici, vous avez cité les exemples de Mandela. Il a été, avant de devenir ce qu'il était, il était ailleurs, tout ça. C'est pour dire qu'au moins une historique. C'est pour cela que je voulais que vous ne puissiez pas voir mauvais si on vous avait posé cette question de connaître
d'abord votre passé. C'est toujours dans ce cadre, parce qu'on se réfère toujours du passé, pour voir les erreurs du passé et corriger pour essayer d'avancer. Bon, nous avons vu les erreurs du passé. Laurent Désiré est venu avec le Rwandais et tout ça. Et la finalité, aujourd'hui, nous connaissons ce que nous connaissons, votre soi-disant frère qui est aujourd'hui président Kanabé, qui est président là-bas. Bon. Mais c'est comme si vous avez évité la question capitale qu'on voulait, à donner une réponse à la question capitale qu'il avait posée, de nous confirmer, parce que nous avons toujours des doutes. Parce que nous avons, moi personnellement, j'ai reçu M. Kanambé en Bujumaï, qui est venu nous voir en Bujumaï quand nous étions au gouvernorat. Bon, nous l'avons reçu comme étant fils de Kabila. Alors, nous voulons bien, parce que s'il n'est pas réellement fils de Kabila, et que nous avons des preuves, nous pouvons tout faire. Alors, nous pouvons tout faire pour essayer de démontrer, parce que beaucoup de nos compatriotes ne sont pas sûrs que Kanambé n'est pas fils de Laurent Désiré Kabila. Pourquoi? Parce que vous autres, vous vous êtes pas fait voir. Vous voyez comment je m'étonne aujourd'hui. D'ailleurs, je vous cherchais. Si moi je suis ici, au Cape Town, j'étais venu, je cherchais. À partir de Kinshasa, quand on a parlé de l'échec de 1 plus 4 égale 0 en juillet, au stade du 20 mai, après le meeting de Tiens Tshisekedi, au stade du 20 mai, je suis allé dans sa résidence pour lui dire: vieux, moi, je dépose. À partir d'aujourd'hui, je ne sortirai pas dans la rue main vide. Parce que notre jeunesse a réclamé les armes. Je m'en vais. Et j'avais entendu qu'il y avait quelque chose qui s'organisait en Afrique du Sud. Alors, je suis venu. Mais pour vous voir, c'était tout un problème. À partir de Djobour, personne ne pouvait dire où est-ce que tu étais. Bon, je suis venu ici, on a dit, bon, Cape Town, je suis arrivé ici. 2 ans. C'est aujourd'hui que je te vois. 2 ans. Ben, j'étais déjà dans cette salle, j'ai parlé avec les gens dans cette salle. Je leur disais toujours, on ne peut rien faire que de prendre les armes. Parce que j'ai expérimenté l'idée de la non-violence avec l'UDPS pendant 30 ans. Donc, 20 années, plus les années de Laurent Désiré, ça fait exactement 30 ans. Alors, ça n'a pas payé, il faut changer de forme. Et comme l'Occident écoute que la voix des armes, il faut prendre les armes. C'est ainsi que, en prenant les armes, nous devons aussi avoir une raison, dire que notre pays est confisqué par un étranger, avec des preuves. Alors c'est pour cela, pour moi, je voulais bien, si vous donnez des preuves, parce que vous êtes le seul capable de nous confirmer que Kanambé n'est pas fils de Désiré Kabila. Et comme ça, nous tous, nous serons mobilisés. Les armes, on n'en a pas peur. C'est ce qu'on cherche maintenant. Et on va, les idées, nous en avons. Et puis, s'il y a les gens qui peuvent aider, nous sommes prêts. Je crois que on ne peut pas chercher à voir le jour lorsqu'on voit le soleil. Tous,
pas tous, mais je crois que nombreux ont suivi. Le premier discours de Joseph, discours d'investiture. L'homme ne savait même pas prononcer le mot congolais. Comment voulez-vous chercher à savoir s'il est congolais ou pas? Les tous ils sont venus, nous avons tous vus. Il disait congolais. Joseph, y compris Joseph, il n'a pas vécu au Rwanda selon une certaine opinion. Il a vécu en Tanzanie. Et par où lui vient cette tonalité rwandaise? Est-ce qu'il faut chercher à se poser beaucoup de questions? Et si il était fils de Kabila, à qui profiterait le crime? Le crime profite à celui qui l'a perpétré. S'il était fils de Kabila, il n'aurait pas fait tuer son père. Et puis bon, ce n'était pas vraiment une planification de Joseph, c'est l'Occident. C'est pourquoi je disais, nous n'avons pas beaucoup la culture de la lecture. Nous ne faisons pas beaucoup de recherches, nous Congolais. L'homme blanc fait beaucoup de recherches. Il voit, voilà, aujourd'hui, Laurent Désiré Kabila est là, nous avons du mal à piller ces pays-là. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Nous devons prendre l'un de l'autre. Il faut prendre un étranger, puisqu'il a une position de faiblesse. Dans cette position, il peut tout donner à l'Occident. Parce que lorsque vous prenez quelqu'un mature, suffisamment instruit, un Congolais de père et de mère, Congolais à 100%, il va dire voilà, un jour, il peut nous tourner Kazakh, il dit non, ça n'est pas comme ça. Ce n'était pas un fait de hasard. Ce n'était pas un fait de hasard comme les autres prétendent dire voilà, après la mort de Kabila, on a dit voilà, les mots de M. Joseph, prenez Joseph et mettez-les, nous les mettons à cette place. Non, le pouvoir s'arrache. Il a fait un coup d'État avec les Occidentaux et il a pris le pouvoir. Je ne sais pas de quelle preuve que vous voulez que je vous donne encore. Même sous des tortures, même sous des effets de torture, Joseph n'acceptera jamais de passer au test ADN. Il vient de tuer Aimé Kabila. Ma demi-sœur est morte le 16 janvier. Dans sa résidence de Mongafou. Pourquoi? Parce qu'elle soutenait mes idées. Pourquoi? Parce que c'est celle-là qui était en contact avec moi. Parce qu'elle a parlé du mal de Joseph à Kinshasa. Qu'est-ce que cette dame n'a pas fait? Elle a contacté William Swing, qui est de la MONUC, pour chercher sa protection. Elle a contacté la dame de l'Amnesty International. Personne n'était en mesure de protéger cette dame-là. Elle ne peut pas quitter le Congo, elle avait une grande famille. Elle a été abattue dans sa résidence par les militaires de la garde présidentielle. Et puis bon, les médias de Kanambe vont dire, voilà, c'est pas la fille de Laurent. Debout, applaudissons. Monsieur Mayemba Bamba, acceptez-vous de prendre Mademoiselle Kabila Aimé, ici présente comme votre épouse? Et j'accepte. Applaudissons. Mademoiselle Kabila Aimé, acceptez-vous de prendre Monsieur Mayemba Bamba, ici présent comme votre époux? Applaudissons. Moi, Alain Mayemba Bamba, je prends mon épouse. Je promets l'amour, l'affection et la fidélité jusqu'à ce que nous nous séparons. Applaudissons. Mie Madame Kabila, ninaitika kubeba Alain Mayemba Bamba kama mume wangu mamlaka mpaka mwisho wa maisha yangu. Applaudissons. Monsieur Mayemba Bamba,
et Mademoiselle Kabila Aimé, suite à votre engagement mutuel et solennel, de vous prendre pour époux et épouse, après avoir eu connaissance de quel est le mariage et ses conséquences, en présence de M. Wumba Ido et de Mme Anne Makunga, témoin majeur de votre union. En ma qualité de bourgmestre et d'officier de l'état civil de la commune d'Engalé, je déclare que vous êtes unis légalement par le mariage civil en date du 25 février l'an 2005. Embrassez-vous, applaudissez. Pourquoi vous voulez tout ne pas dire que ce n'est pas la fille de l'autre? C'était simple. Le corps de Kabila dans son mausolée. Aimé est morte. Prenez les deux et faites le test ADN, c'est simple. Mais si seulement si, Kanabé prenait la décision de se référer au test d'ADN, et les autres diraient, oh voilà, vous aussi, passez au test d'ADN. C'est pourquoi j'ai dit, même sous les effets de la torture, Joseph dira non. Même si nous prenons une autre version, s'il était congolais, ne devrions pas avoir raison de prendre les armes? Vu ce qui se passe dans notre pays, nous avons raison. Non seulement à cause de sa nationalité rwandaise. Non, à cause de ces crimes qu'il commet dans notre pays. Nous devons défendre nos sœurs. Nous devons défendre nos mères qui sont violées à l'Est. Non seulement à l'Est, nous ne voulons pas de l'Est, même l'Ouest. Il y a de ceux-là qui meurent, puisqu'il n'y a pas de médicaments, puisqu'il n'y a pas de produits pharmaceutiques, puisque c'est la famine. L'homme congolais mange, je ne sais pas, une fois tous les 2 jours. Si on prend la quantité de la nourriture que l'homme congolais mange pendant 2 jours, bon, ça peut être un repas pour quelqu'un qui vit ici en Afrique du Sud. Donc, rien ne va au pays. Et c'est seulement l'étranger qui en profite. On a parlé des 5 chantiers, bon, les 5 chantiers, bon, tout le monde en parle. Il y a que les Chinois qui descendent au Congo sans passeport. Et quand ils se pointent à l'aéroport, ils disent tout simplement 5 chantiers, 5 chantiers, 5 chantiers. Il a signé des contrats léonais avec les Chinois. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Ils prennent tout ce qu'il y a comme matière brute au Katanga, au Kassa, ils partent avec ça en Chine. Après avoir raffiné tout, ils vont dire maintenant à la République du Congo, nous avons eu autant de tonnes de cobalt, autant de tonnes de cuivre. C'est après le marché que les Chinois vont maintenant venir au Congo faire ces autoroutes-là, ces 5 chantiers de Kanambé. C'est un peu comme la politique de Sassou. Si on ne cherche pas à s'ingérer dans la politique de l'autre côté. Qu'est-ce que Sassou faisait? Il ne connaissait même pas, il n'était même pas en mesure de savoir combien de barils de pétrole que les Français prenaient à Elf. Pourquoi? L'argent de Elf devait entrer tout simplement dans son compte privé et puis des miettes pour le Congo. Et c'est ça que Kanambé fait. Il ne peut jamais arranger notre pays. C'est un rêve. Leur plan, c'est quoi? C'est de balkaniser notre pays. J'ai parlé de ça dans ma seconde lettre ouverte au peuple congolais. Les lecteurs en avons lu. Dans ma seconde lettre adressée au peuple congolais, j'ai parlé du plan de la balkanisation du Congo. Les premiers pays à connaître la balkanisation, c'est l'URSS. Après l'URSS, c'était la Yougoslavie. La Yougoslavie qui a engendré 4 petits États, si je m'abuse. Le Kosovo, la Serbie, Herzégovine, et puis Tchétchénie, et puis il y a aussi quoi encore, c'est... Oh, je ne sais pas quel État que j'oublie. 4 États. Et le dernier test, et le test d'Afrique, c'est la RDC. Il faut balkaniser le Congo. C'est pourquoi Laurent Kunda devra tous les jours attaquer l'Est pour exterminer la population de l'Est et permettre la progression de toutes les populations rwandaises sur la terre congolaise. Et si nous continuons seulement à croiser les bras, à attendre les élections ou à rester dans nos éternelles guerres tribales, mais ça sera pire pour nos enfants.
C'est trop dur pour nous et pour nos enfants. Ça sert à comment? Moi, je crois qu'on ne peut pas continuer à se poser des questions sur la nationalité de Joseph. Je n'ai pas fait illusion de ça. Parce que pour moi, je sais que tous les Congolais savent que celui-là, c'est un Rwandais. Ceux-là qui sont à ses côtés, ils ont intérêt à protéger Joseph parce que, bon, ils en posent quelque chose. C'est tout. Mais pas nombreux parmi eux. Nous sommes en contact avec eux. Ils nous disent, mais c'est vous, c'est à vous. À vous qui êtes à l'extérieur de vous organiser. Parce que nous sommes contrôlés. Tandis que vous qui êtes à l'extérieur, vous avez plutôt la facilité de vous organiser et de venir libérer votre pays. Nous avons un ministre pour un simple diplômé d'État. Nous avons une célébrité publique. Pour accompagner l'Afrique du Sud, la salubrité publique, la base de la construction. Donc, nous avons une expérience à ça. Il me dit, tu as besoin d'un ministre, tu as besoin d'un ministre. Sauf que nous avons Kinshasa, salubrité publique. Est-ce qu'il a tort? Mais c'est de cette manière que nous devons commencer à raisonner. On ne peut plus se dire, voilà, parce que moi je suis Katangais, je dois être derrière lui. Si moi j'avais ces idées-là, bon, je m'aurais dit aussi, bon, moi aussi, Joseph comme Katangais, bon, j'ai rentré aussi. J'entre aussi dans les jeux. Puisque dans la plupart des bouches de Congo, les Katangais, vous les entendrez dire, voilà, ah, nous les Katanga, on peut même couper les Katanga, ça nous suffit. Hein? Tout ça c'est quoi? C'est un peu l'intoxication de l'homme blanc. 11 jours après l'accession de notre pays à l'indépendance, c'est la sécession du Katanga. L'homme blanc qui dit à Tchombe, non, cette histoire ne vous concerne pas, vous êtes l'état le plus riche de la planète. Cuivre, cobalt, mercure, ça vous suffit. Ça c'est là l'état le plus riche du monde. Et c'était la sécession du Katanga. Et c'est resté dans la tête des Katangais que les Katanga étaient un état à part. Mais nous qui ayons un peu l'esprit nationaliste, nous disons non, pas question. Le Congo doit garder sa grandeur. C'est l'union qui fait la force. Si c'était seulement la richesse de ces pays-là, il y aurait des petits pays comme la Suisse, c'est beaucoup plus puissante dans le monde. Les États-Unis, si on parle des États-Unis, c'est pas d'abord sa superficie puis sa richesse. Puisque si les Katanga y a pas aujourd'hui, il aura aussi besoin de l'hydro, du courant aussi puissant. Ça ne viendra pas du Katanga, ça va sortir peut-être de Inga. Donc toutes les provinces du Congo jouent un peu la complémentarité. C'est ça la force de la RDC. Si seulement si nous nous divisons, on ne parlera plus jamais de la force de la RDC. Et il ne faudrait pas que la force de la RDC reste toujours par sa superficie. L'homme congolais est suffisamment instruit, mais il y a une intoxication qui nous laisse un peu distraits. Qui nous laisse trop distraits. Donc nous devons changer notre manière de voir les choses. C'était la question de... Ah, ok, c'est pas facile. J'étais trop loin. Ok, une autre question. Ok, avant qu'on continue avec les questions de l'auditoire, il y a aussi bien l'histoire. Hippolyte, il a donné le nom de sa femme, sa vraie femme, avec laquelle il a été marié au Rwanda avec le nom des enfants. Et il a dit de lui-même dans sa déclaration, si aujourd'hui, il a eu l'ordre qu'on amène, Étienne, c'était, je sais pas moi, cyanure, acide, il s'est demandé lui-même, le major X, si le cadavre de Mzee Kabila était encore au mausolée. Puisqu'il craignait à ce qu'on puisse placer ce cadavre dans l'acide, faire disparaître ça, pour qu'il n'y ait jamais existé le test de l'ADN. Donc c'est des trucs qui passent sur les médias et tout le monde le sait.
cette nationalité-là n'est pas congolaise. Il y a des mouvements politiques aussi, c'est pas la première fois que je vois M. Etienne. On se rencontre plusieurs fois. Mais ici, je ne représente pas le mouvement, c'est personnel. Je tiens seulement à encourager M. Etienne, parce que depuis que je l'ai connu, il tient toujours les mêmes langages, il connaît ses objectifs, il a son idéal. Et c'est ce que je tiens à dire aussi, que tout Congolais, nous devons suivre l'exemple de ceux-là qui semblent avoir une idée fixée, tout cela qui a... Il est vrai que les pays dans la mer d'aujourd'hui, vous allez me permettre que je puisse un peu parler un peu plus avant de poser la question. Oui. Les pays dans la mer, nous cherchons à savoir qui est Kabila, qui est Oueva, mais nous connaissons un peu la réalité des choses. Faisons un effort comme Etienne vient de le dire, que nous devons nous éveiller. Je suis content, comme il a dit, qu'il ne répétait pas que la salle soit à moitié pleine. Il faut être fier de ça, parce qu'il a encore rappelé aussi que la révolution chinoise a commencé avec 6 personnes. Cela ne veut pas dire qu'il a besoin de 6 personnes. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire, si j'ai bien compris. C'était juste pour nous dire que faisons un effort d'apporter le peu que nous pouvons. Chacun doit apporter sa part pour la construction du pays. Je crois que Etienne, je ne le loue pas. Je ne suis pas encore membre de son parti ou je n'ai pas les intentions d'y être, à moins qu'il me prouve le contraire. Est-il que c'est un monsieur que nous pouvons essayer de soutenir dans ce qu'il est en train de dire ou de faire? Parce que, comme il a souligné lui-même, s'il avait besoin d'argent, il avait besoin de quoi que ce soit, il ferait un effort de se réconcilier avec les soi-disant l'enfant de Kabila, le feu, et être aussi, je ne sais pas, ministre ou quoi que ce soit, un jour il serait mort peut-être. Parce que nous savons qu'il y a eu des membres de famille qui ont défendu. Vous et moi, c'est pourquoi nous demeurons dans les doutes. Il y a eu une bande de familles, je m'excuse de dire cela, qui ont soutenu l'idée comme quoi celui que nous appelons ici Qui ont passé officiellement. Pour dire non, c'est l'enfant de ceci. Il y a eu même des mamans qu'on a interviewées qui ont déclaré que l'actuel président était congolais, mais les preuves sont contraires parce qu'ils se battent maintenant après sa cause intérieure. Alors je cherche seulement à demander à la salle qui est ici de faire un effort, de passer les messages à nos frères et sœurs qui ne sont pas venus. Je sais qu'on doute de tout, mais nous devons faire un effort d'être là. Nous devons faire un effort de faire quelque chose. Prenons l'exemple de l'apartheid, c'était une machine. C'était plus fort que ce qui existe à Kinshasa. Mais quel est cet esprit sud-africain qui a animé les Sud-Africains ordinaires de pouvoir se battre, arriver aujourd'hui à ce que nous sommes en train d'expérimenter en Afrique du Sud? L'apartheid est parti. Ce n'est pas parce qu'ils sont extraordinaires que nous, les Congolais, ne pouvons pas. C'est un peu de volonté, un peu de sacrifice. Si nous pouvons apporter une fondation, même si nous n'arrivons pas au pouvoir, ou M. Etienne n'arrive pas au pouvoir avec son équipe, mais qu'on fasse quelque chose pour nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, ne pensez pas que c'est en 2012 qu'on va faire quelque chose. Alors, en ce qui concerne les questions, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je voulais juste demander à M. Etienne, parce que concernant l'ordre de point de jour aujourd'hui, c'était l'adhésion au parti. C'est bien. Je crois qu'il serait mieux aussi que les statuts, parce que vous avez dit qu'il y a un statut du parti qui existe, si les statuts pouvaient être à la disposition des gens qui sont là ou qui souhaitent peut-être faire partie du mouvement. Et comme ça, à partir du statut, ils peuvent avoir une idée fixe de vos objectifs et de voir aussi tout ce que vous avez mis dans les statuts en termes de mandat de ceci, de cela. Et ça pourrait aussi encourager tout le monde de se dire, ok, nous ne sommes pas sur la même lancée qu'hier,
que nous voyons les choses autrement. Qu'on ne va pas voir M. Etienne être aussi leader pour, pendant 50 ans ou comme lui-même le sujet. Merci beaucoup. Que nous avons. Et nous allons les mettre en pratique lorsque nous serons aux affaires. C'est-à-dire qu'il faut être avec nous pour savoir tout ce que nous faisons. La campagne que nous menons aujourd'hui, c'est cela qui explique un peu notre projet de société et plan d'action. À partir de cette campagne, vous savez ce que nous voulons. Nous cherchons à faire connaître à nos compatriotes ce que nous avons toujours négligé. En fait, moi personnellement, je ne condamne pas beaucoup le peuple congolais. C'est un problème de culture. Vous savez, l'homme congolais n'était pas préparé à se battre pour l'intérêt communautaire. L'homme congolais était préparé à se battre pour l'intérêt personnel, l'intérêt égoïste. Si vous voyez bien, depuis la genèse de l'ANC, c'est se battre pour l'intérêt communautaire. Tandis que chez nous, bon, lorsque moi je gagne quelque chose, bon, c'est à moi et ça me va. C'est ça le pourquoi de notre souffrance. Vous allez comprendre que la politique de Joseph est de s'éterniser au pouvoir. Il applique la même politique de M. Mobutu. C'est un peu quoi? La politique de la dictature, c'est quoi? Amener tous les peuples à la prière. Tous les peuples dans les églises. Nous avons connu ça avec M. Mobutu. On ne se posait pas de questions. Le pourquoi de l'arrivée de Renard Bonk, de Osborne, tout ce monde-là qui vient. C'était pour distraire le peuple. Parce qu'il est répandu une certaine opinion que voilà, un peuple qui prie, c'est un peuple qui est facile à diriger. Et c'est ce qui est dans le langage de tous les Congolais. Prions seulement Nzambe. Monsieur Alain, vous roulez, une fois, je ne sais pas, vous êtes sur l'autoroute, il y a crevaison de pneus. Et mettez-vous seulement dans la voiture, continuez à prier. Et dire, voilà, Nzambe Mwakosala. Si, seulement si, Dieu va changer votre pneu. Moi, je trouve que vous devez descendre. Vous cherchez où est la clé de roue, où est votre cric, et puis changer les pneus. Donc, aide-toi et de cette ira. Nous devons nous battre pour changer notre pays. Ne pas nous éterniser dans des églises. Prier, c'est bien. Je loue Dieu. Je prie aussi, je suis chrétien, affermi. Mais je ne vais pas croiser les bras, puisque la main ne tombera plus jamais du ciel. Les élus de Dieu se sont battus contre tous leurs voisins pour la terre promise que Dieu leur avait donnée. Et cette terre promise, la nôtre, c'est le Congo. Nous n'en avons pas deux. Mais il y a de ceux-là qui ont deux. Quand ça ne va pas au Congo, il est au Rwanda. Quand ça ne va pas au Rwanda, il est au Congo. Vous voyez un peu. C'est un peu ça notre plan d'action, c'est un peu ça notre projet de société. Nous devons faire comprendre à nos compatriotes les erreurs du passé, corriger tout et aller de l'avant. Il y a beaucoup de gens, vous allez suivre les Congolais, toujours dans la distraction. J'étais avec un ami une fois, et il devait suivre lui avec ses amis un match de football. C'était l'équipe nationale du Congo qui devait jouer, je ne sais pas avec quel pays. Et si on perdait ce match-là, on serait éliminé à la CAN. C'était avec quelle équipe? Quel pays? Malawi. 15 minutes. Avant le coup d'envoi, j'avais quitté la résidence de cet ami-là. Je suis rentré, il m'a dit non, il y a un match de football ici, il faut suivre. Moi, j'ai dit non, je suis un peu trop fatigué, j'ai autre chose à faire. Et je suis allé. Il n'a pas compris le pourquoi. Et le lendemain, je l'appelais pour lui demander le score du match. Il me dit, ah, nous avons perdu le match. Nous avons perdu, nous sommes éliminés. Moi, j'ai dit, mon frère, comment pouvons-nous avoir le souci du football pendant qu'au Congo, il n'y a pas d'eau potable? Quelle manière de voir les choses, quelle façon de raisonner du Congolais? Au Congo, il n'y a pas d'électricité. Pendant que les barrages d'Inga est là, alimentent d'autres pays d'Afrique. Mais chez nous, on n'a pas de délestage. Vous voyez un peu. C'est ça la campagne d'éveil de conscience patriotique que notre parti mène. Et c'est ça notre combat. Nous devons changer notre pays. Ipso facto, le Congo devra changer. Ce n'est pas pour nous. Nous, bon, c'est fini. C'est le moment du jour est déjà passé. Donc, si vous avez 45 ans aujourd'hui, ce n'est plus le moment de vous aventurer. Il y a des enfants, il y a aussi des petits filles qui se préparent.
c'est le moment de préparer l'avenir de nos enfants. Mais à ce moment-là, nous continuons toujours à danser. C'est ça. C'est ce qui est un peu dans la tête des Congolais. Nous devons tous les jours danser, danser, danser. Si vous voyez par exemple les orchestres émerger, les artistes et musiciens congolais émerger, malgré la crise économique, la musique congolaise est bien cotée à l'extérieur du pays. Pourquoi? Parce que c'était bien préparé. On ne faisait que danser. Pendant tous les 30 ans, pendant tous les 32 ans, on ne faisait qu'apprendre à chanter et danser. Ça s'explique bien. Et vous allez voir quelqu'un qui se réveille un bon matin, il crée une émission, il fait son DVD qui s'appelle Vita Iman. Je n'avais jamais eu à suivre ce DVD-là. J'avais dit à mon voisin une fois, tu sais pourquoi je ne suis pas ce DVD? C'est pourquoi moi j'ai dit, mon cher, le premier message que j'avais reçu, c'est quelqu'un qui disait, oh, Bipoli a fini à emmener à l'objet, yota na mazina Lubumbashi. Emmener à l'objet, est-ce que Bipoli a qui forme? Moi j'avais trouvé que c'était vraiment terre à terre. Et je n'avais jamais eu le courage de suivre cette émission-là. J'ai dit aux amis, pourquoi ne pouvons-nous pas créer une émission? Par exemple, droit et devoir du citoyen. Maman, vous ne pouvez pas faire ça en tant que journaliste. Droit et devoir du citoyen. Parce que l'homme Congo doit connaître ses droits et ses devoirs pour mieux les défendre. Puisque quelqu'un au Congo peut être séquestré dans une cellule de police, il fait un mois, sans que sa famille ne soit informée. Et ça passe comme ça. Vous quittez la cellule, vous ne pouvez même pas traduire en justice l'OPJ. Parce que vous ne connaissez même pas vos droits. La politique de la dictature laisse toujours la population dans l'ignorance. Parce que si vous connaissez vos droits, l'imposture ne va plus jamais venir. Vous allez revendiquer vos droits. Et nous, au sein de notre parti, malgré les difficultés que nous avons, nous ne cessons jamais de prêcher les droits de tout un chacun. Nous devons aider à nos compatriotes d'être dans leurs droits. D'être dans leurs droits, c'est combien? C'est comment? C'est de chercher dans un premier temps, chasser d'abord l'imposture. Kanambe n'est pas congolais. Son père c'est Christopher Kanambe. Christopher Kanambe était un mercenaire, aussi rwandais, recruté par Laurent Désiré Kabila. Parce que Kabila, il a commencé sa guérilla, bon, c'était quoi? C'était vers les années 64, à Kalemi. Et puis il a fait en Tanzanie, il est reparti par le Sud Kivu. Il a recruté beaucoup, puisqu'il était aussi formé au Burundi, dans sa guérilla. Après sa formation, il a recruté les Burundais, les Rwandais aussi, notamment Christopher Kanambe. Après la mort de Christopher Kanambe, Kabila s'est dit, je ne pouvais pas laisser mon compagnon de lutte, les enfants des compagnons de lutte comme ça. C'est comme ça qu'il avait pris Joseph à ses côtés. Donc Joseph a vécu dans la maison de Laurent Désiré Kabila en Tanzanie, à Tunduma, pour ceux qui connaissent bien la Tanzanie. C'est juste la frontière avec la Zambie. Avant d'aller s'installer à Dar es Salaam. Fatigué de rester en Tanzanie, Hippolyte Kanambe jugea bon de rentrer auprès de ses parents, rentrer dans la terre de ses ancêtres. Il est reparti au Rwanda. Et il avait intégré directement l'armée du Rwanda. Puisque à la fin de l'Afrique, Joseph était déjà militaire. Où avait-il eu sa formation militaire? C'était au Rwanda, comme Rwandais. On l'appelait commandant Hippo. Et là, je ne sais pas, peut-être que c'est lâche, il va analyser. Quand les gens lui disaient, voilà, c'est petit, préparer un coup d'État contre vous. Il avait préparé avec Massassou. Mais Joseph, avec sa ruse, il s'était dit, oh, comme Massassou lui était chef d'état-major général, il était plus connu que moi, si nous comptons cette procédure, c'est Massassou qui prendra le pouvoir. Il va dire à Laurent que Massassou prépare un coup d'État contre vous. Nous avons fait ensemble avec vous. Nous avons préparé tout ça. Nous avons tous les données. Et après enquête par les services de renseignement, ils ont compris que cela s'avérait vrai. Et qui devait préparer le procès? C'est Alamba. Alamba qui n'était tout autre que la main de Kanambe.
Il a amené le procès où? À Kantonia. Kantonia, c'est où? C'est dans le territoire de Mpweto, Katanga. Pourquoi le procès devait se déplacer de Kinshasa jusqu'au Katanga? Et dans les fins fonds. Parce que Joseph savait, dans leur préparatif de coup d'État, il était en contact avec Kagame. Une fois que Massassou est tué là-bas, lui aura des problèmes, c'est avec Kagame. Et Kagame est constitué sa base arrière. Alors il a convaincu à Kagame et dit, voilà, c'est pas moi qui ai trahi Massassou, mais je ferai de mon mieux à ce que vous puissiez récupérer Massassou vivant. C'est comme ça que les troupes de Kagame avaient attaqué entre 4 et 5 heures du matin, Kantonia. Mais en ce moment-là, Massassou était déjà tué, parce qu'il y avait un procès qui était passé les jours précédents. On a tué Massassou. Et Joseph, lui, s'est justifié auprès de Kagame. Voilà, c'est dans les affrontements que Massassou était touché par balle. Mais il y a des gens qui l'ont vu, que c'était un véritable sanguinaire. Il a marché sur la dépouille mortelle de Massassou. Il dit, Massassou, viens maintenant prendre le pouvoir. Il a pris son avion, après qu'il y ait attaque des troupes rwandaises à Kantonia. Il y a eu beaucoup de morts ce jour-là. Il a pris son hélico, il est parti par la Zambie parce qu'il y avait des militaires qui l'attendaient. Il dit, en tout cas, ces messieurs, on en a marre de ces messieurs. Il nous a mis dans cette embuscade, on l'attend ici au passage, on va l'abattre. Il a pris son hélico, il est parti par la Zambie. La Zambie prend son avion, Lubumbashi, il rentre à Kinshasa. Et Massassou est mort. C'est comme ça qu'il gagnait petit à petit la confiance auprès de Kabila. Kabila dit, en tout cas, c'est petit ici, bon, il est important pour moi. Alors que Joseph était rusé. Et le corps de Massassou était enterré où? À Bukavu. Les gens de Bukavu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça, c'est pas le corps de Massassou, c'est faux. Non, c'était le corps de Massassou que les Rwandais avaient récupéré et enterré à Bukavu. Ce corps avait été déterré par les étudiants. Ils ont dit non, on ne peut pas enterrer Massassou ici. Et personne n'avait cru que c'était Massassou. Mais c'était vrai. C'était lui. Mais en tout et pour tout, c'est que nous, comment nous devons nous dire, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui devant cette souffrance? L'homme de la Bible te dira, Paul a dit, il n'est pas bon à un homme avoir de longs cheveux. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est lorsqu'il a dit, même la nature ne vous enseigne pas. Alors nous, Congolais, même la souffrance ne nous enseigne pas. Cette vie ne nous ressemble pas. Vous restez dans une cellule et vous dites, voilà, bon, j'ai une maison. Vous avez deux enfants qui ont de l'âge et les enfants, des fois, contrôlent tous les mouvements des parents sur les lits. Ça ne nous ressemble pas. Ça doit nous révolter. Ça doit nous révolter. Il y a de ceux-là qui disent, voilà, moi ça ne me concerne pas. Moi je n'aime pas de la politique. Mon cher, si vous ne vous intéressez pas à la politique, elle s'intéressera à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes ici en Afrique du Sud. À tout moment, vous devez envoyer l'argent au pays. Et pendant ce temps, vous recevez un salaire de misère dans ce pays. L'année est passée, c'est l'année nouvelle. Il faut tirer les bilans lorsque vous avez 5 ans en Afrique du Sud. Et qu'est-ce que vous pensez pour les 5 ans à venir? Si je me tiens debout aujourd'hui, pendant 2 heures, 3 heures, c'est parce que j'ai encore cet âge, j'ai encore l'énergie. Ce n'est pas les vieux Tshisekedi qui peuvent se tenir debout comme moi. Il y a de ceux-là qui ont dit, Tshisekedi, j'ai trouvé des Congolais à Pérou qui parlaient de façon un peu très réfléchie. Mais à la fin, ils m'ont dit, voilà, Tshisekedi n'avait rien fait. Parce qu'il n'a même pas pris le pouvoir. J'ai dit non, ce n'est pas la faute de Tshisekedi. C'est parce que le peuple congolais n'a pas été préparé à bénéficier des acquis de leur lutte. Aujourd'hui, le 4 janvier 2009, cette date vous dit quelque chose, ce n'est pas un hasard que nous sommes ici les 4. C'est le jour de bâtir l'indépendance. Donc il y a eu des gens qui ont marché, qui ont cherché l'indépendance et qui sont morts.
Et après l'accession de notre pays à l'indépendance, est-ce que les Congolais en avaient profité de cette lutte-là? Mais il y a de ceux-là qui disent même que Lumumba était pressé pour chercher l'indépendance, alors que ce n'est pas le seul Lumumba qui s'était battu contre la colonisation. L'homme congolais n'a rien bénéficié de l'accession de l'indépendance de notre pays. Nous n'avons pas protégé, nous n'avons pas sauvegardé les acquis de l'indépendance. Lorsque les Tshisekedi et les autres formaient l'UDPS, nous étions encore trop jeunes, trop petits, et puis nous grandissions. Qu'est-ce qu'on se disait? Mais ces messieurs-là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Nous vivons bien. Mais les autres les prenaient pour des fous. Alors que ces vieux-là et ses amis voyaient loin. Ils voient que les pays prenaient des mauvaises allures. Et aujourd'hui, nous subissons les conséquences de 1980. Ne voyons pas seulement 2000. Non, ce sont les conséquences de la mauvaise gestion depuis 1980, depuis 1973. Lorsque Tshisekedi s'était décidé de former l'UDPS. Le vent de la perestroïka a soufflé. La lutte a continué avec l'UDPS, l'Union sacrée et tous les autres partis politiques. Marche des chrétiens. Les gens sont morts. Ils se sont battus contre la dictature méchante de Mobutu. Et la conférence nationale était là. Après la conférence nationale, où sont-nous arrivés? Est-ce que le peuple congolais en avait bénéficié de cette lutte-là? Ça s'est terminé en cours de route. Et on a applaudi l'avènement de Kabila. On dit Kabila, lui, c'est l'homme le plus fort, les tombeurs de Mobutu. Mais Kabila, lorsqu'il est venu, il a trouvé Mobutu fragilisé par cette opposition non armée. C'était la libération. D'accord. La libération est venue. Les autres étaient plaignés de la présence des Tutsis. Kabila a dit aux Tutsis, non, c'est fini la coopération militaire, rentrez chez vous. Et c'était encore la guerre. C'est le calvaire encore. Est-ce que le peuple congolais a bénéficié de cette libération? Donc nous devons prendre conscience. Faisons les analyses de tous nos passés, de notre passé. Pourquoi nous devons nous éterniser dans des guerres internes? Pourquoi? Nous devons nous décider de changer notre pays. Et nous devons apprendre à notre peuple de sauvegarder les acquis de leur lutte. Aujourd'hui, bon, l'homme sud-africain est content, parce qu'il est libre, c'est fini la l'apartheid. Mais, si l'homme sud-africain ne fait pas attention, 5 ans, 10 ans plus tard encore, il tombera dans les mêmes histoires que nous. Parce qu'ils disent, voilà, c'est fini, tout est OK. Alors qu'il faut continuer à sauvegarder les acquis de la lutte. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Être président de la République, mon frère, c'est même si vous avez consulté, je ne sais pas, le plus grand féticheur du monde, si Dieu n'a pas encore dit oui, vous ne serez jamais président de la République. Ce n'est pas que ce qu'il y a démérité de devenir président de la République. Non. C'est peut-être que ça n'a pas été inscrit comme ça. Mais il a fait ce qu'il pouvait faire. Est-ce que nous sommes prêts à continuer avec cette lutte? Parce qu'il est bien fatigué. Est-ce que la jeunesse congolaise est prête vraiment à prendre le relève de ces vieux-là? Je n'ai jamais été membre de l'UDPS. Des fois, j'ai fait des déclarations contre lui s'il agit mal. Mais c'est quand même quelqu'un que moi je respecte. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Démystifier la personne de Mobutu, ce n'était pas n'importe qui. Nous étions tous là à Kinshasa. Bon, moi, je n'étais pas de l'UDPS. Moi, je connais d'abord ce qu'il dit. Devant le président de la République, il a la main en poche. Je dis, je viens de voir M. Mobutu. On dirait que les types ne changent pas. On dit, comment on peut se comporter comme ça devant un chef de l'État? Mais lui savait que ces messieurs